Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de La Visiteuse. La Visiteuse, c'est moi, Aude Compin. Je suis une sorte de visiteuse professionnelle qui a fait de sa passion son métier. J'aide les sites touristiques et culturels à améliorer leur accueil du public et à valoriser leur histoire. Dans ce podcast, je partirai à la rencontre des femmes et des hommes que je côtoie au quotidien, entre musées, sites archéologiques, parcs d'attractions, châteaux ou vieux gréments, pour qu'ils me confient leurs propres histoires de découvertes, de voyages, de visites. Des histoires qui viennent de l'enfance ou de l'âge adulte, des histoires personnelles ou professionnelles. Vous découvrirez ce qui les anime, ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils y ont réellement trouvé. Nous apprendrons ensemble comment ces découvertes, comment les émotions qu'elles ont provoquées, ont façonné la personne qu'il ou elle est devenue, tant à titre personnel que professionnel, dans quelle mesure cela influence leur vie aujourd'hui, et comment parviennent-ils à rester encore des visiteurs. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie à votre tour de découvrir, voyager, rencontrer, être curieux, bref, de devenir un visiteur ou une visiteuse. Aujourd'hui, je suis en visite chez Sylvia Duché. Quand on entre chez Sylvia, on n'est pas dans un musée, dans un parc de loisirs ou un site touristique. En réalité, on est dans tout cela à la fois, et même plus. On est dans tout cela et partout à la fois sur la Terre. Je m'explique. Le lieu que dirige Sylvia de main de maître depuis plus de 10 années est situé au cœur de la ville volcanique de Clermont-Ferrand en Auvergne. Il s'agit d'une agence de traduction. Sylvia et son équipe de traducteurs-interprètes voyagent et nous font voyager dans toutes les provinces du globe en apportant leur savoir-faire dans plus de 70 langues. Il y en a que l'on connaît bien, les plus communes, comme l'anglais ou l'espagnol. Il y en a aussi de plus méconnus. Avez-vous déjà entendu parler du bambara ou de l'ourdou ? Pour être honnête, moi, non. Jusqu'à ce que je rencontre Sylvia. Je vous propose dans l'épisode qui vient de vous emmener à la découverte d'un métier qui fait voyager depuis son fauteuil, mais qui permet aussi de faire des rencontres qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je vous propose surtout de rencontrer une personnalité clermontoise à part, engagée, dont l'histoire personnelle est elle aussi empreinte de voyage, de culture au pluriel et de visite. Bonjour Sylvia. Bonjour Aude. Ma première question, tout de suite. Alors, où parle-t-on le bambara et l'ourdou ? Alors, le bambara est une langue qui est parlée au Mali. Même si la langue officielle reste le français, c'est quand même la langue qui est la plus utilisée. Et pour la petite histoire, quand je recherche un interprète dans des langues comme ça un petit peu rares, il m'arrive de devoir aller chercher des interprètes qui sont dans des pays limitrophes, par exemple la Mauritanie, le Sénégal, l'Algérie ou le Niger, pour permettre de trouver des dialectes qu'on ne pourrait pas trouver habituellement. Donc c'est un petit peu l'originalité de notre agence de traduction, c'est de pouvoir couvrir des langues très rares et certains dialectes qui ne sont pas couverts directement sur Clermont-Ferrand. Et l'ourdou ? Et alors l'ourdou, par contre, c'est une langue qui est parlée en Inde du Nord et également au Pakistan. Donc il existe différents dialectes selon le pays où on se trouve. Et j'ai voulu choisir cette langue-là en particulier parce que au quotidien, les demandeurs d'asile qui nous sollicitent sur Clermont-Ferrand sont amenés à nous solliciter en langue ourdou. Et alors, juste pour comprendre, comment tu fais pour trouver des traducteurs qui savent parler français et ourdou ? Alors français et bambara, tu l'as dit, le Mali a pour langue officielle le français, donc ça doit déjà être un peu plus facile, mais français et ourdou. Tu t'adresses aux ambassades, tu fais comment ? Alors c'est ce qui est un peu la force de Melting Trad, c'est d'avoir su constituer depuis plus de 13 ans un réseau de traducteurs partout en France, et qu'en France, volontairement, parce que je ne voulais pas en fait devoir subir les problèmes de décalage horaire ou le droit international dans le cadre de nos collaborations avec chacun des traducteurs. Et en fait, ce sont des traducteurs qui, pour la plupart, quand ils sont venus en France, ont connu tout ce parcours de demandeurs d'asile eux-mêmes. Ah ouais. Et ils se sentent utiles auprès d'un public qui appartient à la même communauté. Et ils connaissent aussi très très bien toute la démarche et tout le parcours administratif qui n'est pas simple. Et donc au quotidien, de pouvoir faire appel à plus de 200 traducteurs partout en France qui connaissent parfaitement bien ce parcours, les démarches, les termes techniques, juridiques et administratifs, c'est une véritable force. Oui, en fait, ils apportent beaucoup plus qu'une simple traduction. Ils apportent aussi une expérience, ils apportent de la compassion.
Alors, tout en gardant une neutralité, mais effectivement, ils connaissent très très bien le parcours de ces familles, de ces jeunes mineurs isolés pour certains, et ils savent à quel point leur vécu a été difficile. Comment en es-tu arrivée à t'intéresser à cette diversité des langages ? Alors j'avoue que c'est venu au fil des années, suite à de nombreux voyages, et puis je crois que le fait d'être née d'un papa portugais et d'une maman italienne faisait que de toute façon j'étais prédestinée à travailler dans les langues. Alors j'apporte juste une petite nuance parce qu'en fait plusieurs fois je me suis dit j'ai aucun mérite finalement à travailler dans les langues parce que c'était tellement écrit et facile de travailler dans ce secteur. Oui, c'est dans ton ADN. Complètement, je suis une femme de l'Europe d'une certaine manière, et en fait, à bien y réfléchir, avec le recul, je me rends compte que ma sœur, elle, n'en a rien fait. Donc, je me dis, finalement, il y avait quand même bien une affinité avec les langues et un besoin d'apprendre, une soif de connaître la culture étrangère, les langues étrangères, voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, partout autour de la planète. Et très rapidement, je me suis rendu compte que cette soif d'apprendre m'appartenait à moi et qu'elle m'était propre et que finalement, c'était un atout pour moi d'avoir pu baigner dans les langues comme ça dès le plus jeune âge, d'avoir pu voyager au Portugal, en Italie, chaque été pour chacune des vacances. Et je me suis dit, fais-en une force, c'est un atout, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler deux langues en plus de sa langue maternelle. Et vois ce que tu peux en faire, comment tu peux l'exploiter. Et très rapidement, je me suis dit, pars, va à l'étranger, fais des études dans un secteur qui te plaît. Et donc, très rapidement, j'ai décidé de faire LEA, langues étrangères appliquées. Je l'ai fait à Clermont-Ferrand également. Parce que je trouvais qu'il y avait un côté polyvalence et adaptabilité qui permettait de toucher à plusieurs secteurs d'activité. On a pu faire du marketing, on a pu faire de l'agroalimentaire, on a pu faire du juridique. Ça permet d'ouvrir plusieurs horizons, de la civilisation, de la traduction, de l'interprétariat, du marketing et tout ça, de l'import-export et tout ça. Et puis au fil de l'eau, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de travailler dans les langues, j'ai envie de voyager. Sauf que comment je pourrais faire pour rester ici, sur mon territoire auquel je suis attachée, sur lequel je suis en train de construire ma vie de femme et ma future vie de famille, comment je pourrais rester ici et continuer à voyager. Et finalement, je fais le tour du monde depuis plus de 13 ans dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, en rencontrant différentes familles, en travaillant avec des entreprises, en travaillant avec des demandeurs d'asile et des organismes sociaux. Alors là, ma transition est toute trouvée. Tu m'as presque coupé l'herbe sous les pieds parce que ma question suivante, c'était de te demander si justement c'était pas frustrant de visiter autant de régions du monde sans bouger de Clermont. Eh bien donc, non, la réponse est toute trouvée aussi. Non, au contraire, justement, j'ai l'impression d'avoir déjà pu découvrir bien plus de pays et de cultures que si j'avais voyagé moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une personne vient, elle vient avec une histoire, avec un document, et ce n'est pas juste un document administratif à traduire, c'est bien toute une histoire, tout un parcours. Et je suis témoin de ça. Il arrive que les demandeurs d'asile aient besoin de faire traduire des récits de vie, c'est-à-dire en fait tout un témoignage écrit où ils racontent pourquoi ils sont en danger dans leur pays. Et je suis témoin de ça, et ça m'aide énormément au quotidien de rentrer le soir à la maison et de me dire mais en fait finalement on est bien peu de choses parce que on a une vie qui est quand même très équilibrée, on est en sécurité. On n'a pas vu notre famille fusillée sous nos yeux, on n'a pas participé à des choses très très violentes et dont, à mon avis, ils mettront du temps à se remettre. Et donc ça m'aide à relativiser au quotidien et surtout, au-delà des demandeurs d'asile, c'est ce sentiment, depuis de nombreuses années, de me sentir utile. Aucune des journées ne se ressemble. Et j'ai l'impression que, chaque jour, j'accomplis quelque chose à mon petit niveau. Soit parce que quelqu'un va obtenir l'asile en France, grâce à nos traductions, grâce à la présence de nos interprètes, soit parce que un joueur de l'ASM, par exemple, va obtenir la naturalisation également grâce à nos traductions officielles. Une famille va pouvoir adopter grâce à nos traductions de rapports sociaux et ainsi de suite. Ou alors même une entreprise va pouvoir ouvrir une filiale au Brésil ou ailleurs grâce à nos traductions une fois de plus. Donc ce métier,
me permet de rencontrer des gens des 5 continents et de voir certaines personnes se livrer. Et le fait aussi de pouvoir les accueillir en parlant leur langue. Alors, bien sûr, je ne parle pas toutes les langues, mais je peux déjà échanger avec eux en anglais, en italien, en espagnol ou en portugais. Et les fois où je ne pourrais pas parler leur langue, je n'hésite pas à appeler l'un de nos interprètes par téléphone pour pouvoir débloquer la situation. Ça permet en fait à ce public-là de se sentir compris, écouté, et ça permet surtout de débloquer des situations qui auraient pu prendre des proportions énormes. Alors, au-delà du caractère parfois très douloureux de ce que tu vis, ce que tu me racontes me fait réaliser qu'en fait, tu es bien un lieu de visite. L'idée de t'interviewer venait du fait qu'en ce moment, on peut pas aller sur les sites touristiques et culturels, et j'étais focalisée sur mon tourisme et ma culture, mais en fait, tu es un lieu de passage obligé pour nos visiteurs étrangers en France qui ont besoin de se faire comprendre. Alors, bon, essentiellement pour des démarches administratives, etc., mais ton petit local, qui est pas si petit d'ailleurs, mais ton petit local, ton modeste local au cœur de la ville de Clermont-Ferrand est une tour de Babel que toute personne qui souhaite venir s'installer en France va devoir contacter, va devoir visiter, ou à partir de laquelle on va partir dans le monde parce qu'on aura eu besoin de faire traduire des documents qui nous permettent effectivement d'aller adopter dans un autre pays ou de faire des démarches dans un autre pays. Donc c'est marrant, j'avais jamais réalisé que c'est un peu comme le guichet en fait d'accueil d'une certaine manière, ou alors j'aime à l'appeler comme la porte d'entrée en fait. Ils sont déjà ici sur le sol français, mais malheureusement le nombre de démarches administratives à faire et l'accueil qu'on peut leur réserver, qui est un petit peu digne d'une grande usine et qui est assez impersonnel, me permet moi, en tant que petite structure à taille humaine, d'apporter toute l'humanité, et rien qu'avec un sourire, puisque souvent les clients me disent mais merci de m'accueillir avec le sourire. Je dis, mais attendez, c'est la moindre des choses. Ils me disent, oui, mais en fait, c'est tellement compliqué quand on arrive en France, il y a tellement de démarches, on est tellement un pion, que d'un seul coup, vous nous faites finalement un accueil sur mesure. Chaque cas est particulier. Vous prenez le temps de nous écouter, vous prenez le temps de nous conseiller. Et en fait, c'est un travail d'équipe que l'on met en place ensemble. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que finalement, tu es le premier endroit dans lequel ils sont compris. Exactement. Au sens linguistique du terme. Exact. Et que forcément, ça doit aussi permettre de briser cette glace et de briser cette peur et de briser le problème, la peur qui vient de l'ignorance de l'autre. Donc, forcément, chez toi, ils sont mieux compris et se sentent plus à l'aise que dans une administration française où on parle pas forcément anglais, qui est la langue de base, et encore moins d'autres langues plus compliquées. Est-ce que, de toutes ces rencontres que tu fais depuis plus de 10 ans, ça a généré des voyages, des amitiés, des choses qui dépassent le cadre justement du travail? Alors justement, oui, des amitiés. Alors les voyages, bien sûr que ça m'a donné pour plusieurs pays l'envie d'aller les découvrir, mais je n'ai pas encore eu cette occasion et cette opportunité. Par contre, des amitiés, effectivement, que ce soit avec certains de mes traducteurs, par exemple. Je pense à une de mes traductrices interprètes en bulgare. Et je pense également à 2 ou 3 clients, une dame roumaine qui ne parlait pas un mot de français, et ne parlant pas moi-même le roumain, j'ai été tentée d'appeler mon interprète roumaine, et elle n'a pas répondu immédiatement. Et nous sommes finalement partis sur l'italien, pensant que la Roumanie, il se trouve qu'elle avait pu apprendre l'italien lors de ses études, et finalement on s'est très bien comprises. Depuis, on reste en contact. Elle est du côté de Murol et du château de Murol, pas loin, et on reste en contact. Et pareil, je pense à un autre de mes client qui me tient au courant maintenant depuis plus de 10 ans régulièrement, et de ce qu'il devient, de mariage, de naissance d'enfants et ainsi de suite. Et c'est un client qui est finalement devenu un ami, puisque les 2-3 fois où il y a eu la naissance de l'enfant ou autre, j'ai été invitée et j'ai pu voir culturellement comment ça se passait. C'est un ami justement pakistanais. Et pour la petite histoire, c'est une personne que je n'hésite pas à aider en parallèle, parce qu'il a été client, certes, à un moment donné, mais sa barrière linguistique fait que, dans certains cas, il reçoit des courriers, il ne sait pas comment les comprendre et les interpréter.
Et donc, il m'arrive de le dépanner en lui expliquant le degré d'urgence ou non du courrier. Et pour me remercier, chaque année, il a pris l'habitude, finalement, d'offrir un cadeau à mes filles. Et maintenant, ce client est pour moi plus qu'un client, puisque c'est devenu le Père Noël pakistanais. Chaque année, à la période de Noël, je recevais un cadeau qu'il ramenait directement de Karachi. Ce sont de magnifiques costumes brodés typiquement pakistanais. Et chacune de mes filles a pu obtenir chaque année son petit costume. Et voilà, ça fait partie de la culture, c'est au-delà d'une relation de client. Et c'est une forme d'amitié, effectivement, pour moi, qui est très importante et qui fait partie de mon quotidien. Ce qui fait qu'on peut finalement visiter un pays sans se déplacer, mais qu'un pays, c'est essentiellement les gens qui y habitent ou qui en viennent. Et grâce à ça, tu visites tous ces pays depuis Clermont-Ferrand. Exactement. De façon plus pratique, je reviens à la visiteuse que tu es toi. Puisqu'on va finalement, tout au long de ce podcast, à la fois c'est moi qui visite mes interlocuteurs, qui vais chez eux, mais c'est aussi eux qui visitent d'autres sites ou le reste du monde. Quelle visiteuse es-tu quand tu visites un lieu, une région, un pays ? Est-ce que tu prépares à fond ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est sac à dos sur le dos, tu te laisses porter dès l'arrivée de l'avion ? Alors, j'ai fait sac à dos sur le dos, mais j'étais plus jeune et c'était facile. C'était l'Autriche-Tchéquie et c'était dans un contexte où c'était plus facile. J'avoue que habituellement, je préfère préparer mon départ. J'aime beaucoup préparer une base, un circuit, un parcours, savoir dans quel hôtel je vais dormir et ainsi de suite. Après, ça n'empêche pas de laisser place à de l'improvisation. Et j'espère justement, à chaque fois, pouvoir garder une part de surprise, me laisser porter et voguer au fil des rencontres. Parce que quand j'arrive dans un pays, j'aime aller au contact des personnes, mais pas juste rentrer dans le circuit typique du touriste. Le fait que je parle certaines langues me permet justement d'aller au contact de ces personnes et d'aller leur dire, mais si on sort des sentiers battus, quelles sont les visites à faire, les petits coins secrets, ou alors à quels horaires il faut passer à tel endroit pour être sûr d'avoir la meilleure opportunité, d'être tranquille, de pouvoir avoir la meilleure vue ou d'avoir le lieu entre guillemets rien que pour soi. Et je vais vous donner un exemple. J'ai eu l'occasion donc de visiter le Japon. Alors pays destination où je ne pensais pas me rendre si jeune à l'époque, parce que pour moi c'est un pays très spirituel et je m'imaginais partir au Japon plus tard, une fois à la retraite. Je pensais pas partir si jeune. Et j'ai eu l'occasion de découvrir ce pays pendant la période estivale. Donc c'est la période des grandes moissons. Donc il ne cesse de pleuvoir et je n'avais pas du tout prévu et anticipé d'avoir un petit parapluie avec moi. Et pour l'anecdote, juste vous dire à quel point ce peuple japonais est accueillant et reconnaissant. Je me rappellerai toujours être en train de monter pour regagner notre hôtel à côté des temples que nous avions visités le matin même. Et on était sous la pluie avec une petite capuche et d'un seul coup, une voiture s'arrête, ralentit. Et je vois cette dame qui me dit « Vous êtes toute seule sous la pluie ?» Et on se parlait anglais, bien sûr, je ne parle pas japonais. Et je lui dis « Oui, mais vous inquiétez pas, je monte juste au-dessus. » Et là, elle me tend son parapluie, un magnifique parapluie. Pas le petit parapluie, le véritable parapluie. Et je lui dis « Merci, mais du coup, comment je fais pour vous le rendre ?»« Non, vous ne me le rendez pas. C'est pour vous, tenez, c'est pour vous. » Et je suis revenue en France avec ce parapluie. C'est l'histoire du parapluie. Mais c'est pour vous montrer la générosité et le vécu, en fait, à quel point, en fait, l'expérience qu'on peut avoir dans chacun des pays nous laisse un souvenir impérissable. C'est ce petit instant qui fait que, waouh, rien que pour ça, en fait, j'aime voyager. Parce que chaque endroit, chaque lieu nous permet de vivre une émotion. Et là, le Japon, c'était rapide. Mais quand j'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger, je me rends compte qu'en fait, dès lors qu'on y reste un certain nombre de mois ou d'années, il y a un bout de soi
qui reste dans ce pays-là. Et c'est vrai que sur les questions de visite, souvent je me disais, plus que des visites, j'y ai vécu. J'ai vécu dans ces pays, donc en fait c'est un bout de moi qui reste dans ces lieux-là et que je retrouve à chaque fois que je vais dans ce pays-là. Alors justement, quand tu visites ces pays, est-ce qu'il y a un lieu que tu ne manques jamais de visiter, un incontournable? Alors, j'avoue que il m'arrive d'aller, en fait, selon les pays, mais c'est très régulier, en fait, j'ai besoin de comprendre la culture, et elle passe aussi par la religion. Alors, au-delà du fait, moi je suis à religion, je ne suis pas pratiquante spécifiquement, mais j'ai à cœur, notamment pour mes filles, de leur montrer la représentation de la religion selon les pays, parce que Dieu ou Jésus n'est pas représenté de la même manière selon les visions, selon qu'on rentre dans une église chrétienne ou orthodoxe. Et c'est vrai que les églises, ou les lieux en tout cas de culte, sont très parlants. Ils réunissent à la fois le côté histoire, le côté artistique, parce qu'on va pouvoir découvrir, on va dire, des époques de peinture et voilà, et également l'architecture, le patrimoine. Donc c'est très intéressant de rentrer dans des églises qui vont tantôt être très sombres ou d'autres très très claires, certaines très chargées, d'autres apurées. Après, les églises c'est une chose, mais ce n'est pas ma priorité. J'aime être au contact, comme je le disais tout à l'heure, des gens, et souvent ça passe par les restaurants. J'ai souvent pensé qu'on apprend bien plus autour d'une table que en suivant le circuit tout tracé d'un touriste parfait. Et c'est vrai que à la fois en découvrant les repas, les plats typiques du pays, en échangeant avec la serveuse sur tel ou tel plat, sur comment il est fabriqué, combien de temps on met pour faire tel ou tel dessert. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus, et derrière ça ouvre même la discussion pour échanger sur les us et coutumes, sur les lieux à visiter aux alentours, et finalement tous les bons tuyaux que l'on a pu me donner, on me les donnait toujours autour d'une table. Soit parce que je me mettais à échanger avec du coup le serveur, la serveuse, soit parce que le voisin de table entendait qu'on était français et d'un seul coup nous demandait d'où est-ce qu'on était, et hop, on enclenchait la discussion. Oui, et ça arrive souvent, c'est sympa. Je trouve qu'on apprend énormément d'une culture au travers des plats, du nombre de plats, de la façon dont c'est servi, et de ses habitudes et rituels d'alimentation finalement. C'est le lieu de partage et de convivialité par excellence. Exactement. Lors de la préparation de l'entretien, on a évoqué tes premiers souvenirs de visite. Quel est ton premier souvenir de visite, s'il ne devait y en avoir qu'un ? Alors, figure-toi que cette question m'a vraiment beaucoup touchée. Tu m'en as fait pleurer, parce que j'avais de nombreux souvenirs qui ressurgissaient, mais il y en a un en particulier qui m'a frappée, et j'ai compris à quel point ça avait du sens aujourd'hui pour moi. C'est un souvenir très très marquant au Portugal d'un parc qui n'est pas un parc d'attractions, mais qui est plus un lieu d'histoire en fait sur le Portugal, les différentes colonies du Portugal. Et ça s'appelle en fait o Portugal dos Pequenitos, donc ça veut dire le Portugal des tout petits. Et c'est en fait un échantillon de maisons typiques portugaises en format réduit. Et c'est un peu comme une ode à l'époque colonialiste portugaise. On voit des pièces d'art venues de contrées lointaines. Et je me rends compte que ce lieu-là, je le connais, même presque par cœur, pour l'avoir découvert étant toute petite, avec mes parents, avec mes grands-parents. J'ai même des photos avec mon grand-père dans ce lieu-là. Ensuite, j'ai eu des photos avec mon père dans ce lieu-là. Donc mon père, rappelons-le, est portugais, donc voilà. Et maintenant, j'ai des photos de mes filles dans ce lieu-là avec mon père et avec leur propre père. Et je me rends compte à quel point ce lieu est bien plus important que ce que je pouvais penser. Déjà parce que j'y ai des souvenirs fabuleux. Rentrer dans des maisons à taille d'enfant,
c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, génial. c'est des véritables maisons, en fait, vraiment, avec le petit balcon, enfin, et avec des petits palais, enfin, vraiment avec un dessin, mais le monde d'adulte à taille d'enfant. Mais exactement. Et puis d'avoir redécouvert ce lieu-là après en tant qu'adulte, et en tant que femme, et en tant que maman pour mes filles, les voir s'amuser et me replonger dans ce que j'avais pu ressentir moi aussi à l'époque. Mais un souvenir impérissable, vraiment. Et puis un lieu où on se sent libre, où on passe de maison en maison, où il y a un fond musical aussi. Ce lieu-là me rappelle plein de choses, me rappelle les habitudes que l'on en avait quand j'étais petite, tous les étés, de passer de longs moments à la plage, de manger ensuite le midi dans une petite paillote de plage, des repas à base de morue typiques, voilà, la petite glace, le petit réflexe d'avoir toujours cette petite glace, le rituel qu'on pouvait avoir, la fête foraine le soir. Les Portugais sont connus pour savoir faire la fête, et tous ces sons, ces accents, ces intonations sur la plage et ainsi de suite. Je me souviendrai toujours de ces hommes qui traversent la plage à longueur de journée sous un cagnard pas possible, à dire Bolos de Berlin, Bolos de Berlin. Ils vendent des gâteaux, des beignets qui sont typiquement portugais, et voilà, faire découvrir ça aussi à ma famille maintenant, et ça fait partie de moi. Tout ça, c'est de la visite. On n'a même plus conscience que c'est de la visite. On s'en imprègne au quotidien. Quand je retourne là-bas, c'est ce que je retrouve. C'est tous les bruits, tous les sons, toutes les odeurs, tous les parfums qui ont bercé mon enfance. Oui, donc toi, en fait, tu visites pas, tu vis. Exactement, merci. Je t'en prie. Et alors, devenue adulte, est-ce que tu as une Madeleine de Proust plus récente? Alors, devenue adulte, je vais être honnête, ce qui m'a le plus marqué, et au-delà de la visite, comme je te disais, j'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger, que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie ou aux États-Unis. Et voilà, l'exemple que je voulais te donner, c'était les États-Unis, parce que cette première visite et découverte des États-Unis a été marquée par un moment très très important, un tournant de la vie de tous, je pense, parce que tout le monde sait exactement où est-ce qu'il était le jour du 11 septembre 2001. Oui. Et moi, j'étais aux États-Unis. Alors, je n'étais pas du tout dans la région où ça s'est produit, mais j'étais quand même dans le Colorado. J'étais à Fort Wayne, pas loin de Colorado Springs, où il est connu que la Air Force est basée sous un complexe dans une montagne. Voilà, dans une montagne, exactement, merci. Et en fait, de l'avoir vécu de l'intérieur, de m'être réveillée comme ça un matin, et vers 9h du matin, entendre crier dans les couloirs, pleurer, ne pas comprendre ce qui se passe, regarder ma roommate, donc ma coloc, fixer l'écran de télévision, regarder l'image, me dire mais c'est quoi ce film, qu'est-ce qu'elle regarde, c'est quoi ce film, enfin parce que oui, mais on bug, on a tous bugué à l'américaine en fait, et de dire non mais qu'est-ce que c'est, je rêve, c'est la réalité, je me frotte les yeux. Je me lève, je retourne dans les couloirs, je vois que tout le monde est affolé, je dis mais qu'est-ce qui se passe, et je reviens devant l'écran, je lis chacun des textes écrits sur l'écran, mais complètement abasourdi, et puis de comprendre en fait qu'à ce moment-là précis, on est en train de vivre un moment de l'histoire, comme tout le monde l'a vécu, mais du coup on le vit encore plus fort parce qu'on est aux États-Unis. Et à ce moment-là, moi, je suis plus du tout française, italo-portugaise, femme de l'Europe ou quoi que ce soit. Je suis loin de mes parents, loin de ma famille, loin de mon pays. Et finalement, je suis américaine à part entière. J'ai été touchée et bouleversée, tout autant, si ce n'est presque plus, je pense. Je peux pas me permettre de juger, mais j'en tremble d'en parler. Mais de l'avoir vécu à l'intérieur et de se dire quoi, je suis en train de vivre un moment de l'histoire, là, tout de suite. Et puis surtout de voir aussi le regard changer des Américains sur soi. Parce qu'à ce moment-là, tous les étrangers sont considérés potentiellement comme des intrus. Oui. Et n'oublions pas que l'italo-portugaise que je suis a quand même un petit peu, on va dire, est un peu typée
Et du coup, ce côté typé, c'est pas rare que des clients arrivent et me parlent arménien direct dès qu'ils arrivent, pardon. D'autres clients passent le pas de la porte et me parlent en marocain parce que je donne l'impression peut-être d'être marocaine. On m'a jamais parlé en suédois, bizarrement, je ne comprends pas. Tu as un type méditerranéen. Puisque le podcast, on ne peut pas te voir, même si je mettrais peut-être une photo, mais tu es typée méditerranéenne, voilà. Et de vivre ça de l'intérieur et de se rendre compte qu'au fil de l'eau, les gens changent d'attitude parce que, justement, je suis typée. Et qu'on ne me regarde plus comme l'européenne, mais peut-être comme une arabo-turque, je ne sais quoi. C'est particulier. C'est particulier parce qu'on ne sait pas si on va rentrer en France de toute urgence. Notre université, puisque c'était dans le cadre d'un semestre à l'étranger, ne nous dit plus rien. On est coupé du monde pendant 6 à 7 jours, 6 à 7 longs jours. Et de l'avoir vécu de l'intérieur a fait que... Tu n'étais pas une visiteuse, tu as vécu le pays dans lequel tu étais. Et du coup, j'ai croqué la vie à pleines dents. J'ai fait des rencontres que je n'aurais jamais faites grâce à cet événement-là, parce qu'on s'est aussi serré les coudes, ça a fait naître des amitiés encore plus fortes. On a été invités tous les week-ends qui ont suivi par des familles américaines de nos amis étudiants, qui disaient mais tu les laisses pas seuls, ils savent pas s'ils reverront leur famille, on sait pas comment ça va se passer. Enfin, oui, derrière d'avoir une ouverture en fait, une opportunité. Après la peur est venue finalement la solidarité humaine. Et puis, finalement, les gens ouvraient leurs portes encore plus facilement que si on avait dû leur demander de voir l'envers du décor et de découvrir leur culture, finalement. On faisait partie de leur famille. Et on était reçus chez eux, à la maison. Il y avait une assiette en plus, un plat en plus. Et on parlait entre nous. Et ils se livraient bien plus que si j'avais dû faire un semestre normal à l'étranger. Je comprends que ce souvenir, effectivement, t'ait marqué bien au-delà de ce que nous avons... Et pourtant, j'ai eu des frissons en t'écoutant. Bien au-delà de ce que nous, on a pu vivre de l'autre côté de l'Atlantique en découvrant aussi les images sur nos télévisions. Je te propose de revenir un peu dans le quotidien, dans ta vie professionnelle qui te fait voyager sans voyager tout en voyageant. Quand tu travailles avec les structures du tourisme ou de la culture, est-ce que tu as noté un truc récurrent, quelque chose qui est toujours inclus dans ta mission, qui était prévu ou pas prévu, ou quelque chose qui coince et que tu dois toujours décoincer, quelque chose de un dénominateur commun à toutes tes missions dans ce monde du tourisme et de la culture? Alors oui, peut-être, en fait, je crois que je vais plus parler d'une frustration. Ma frustration, c'est que souvent, les entreprises culturelles oublient qu'il y a une culture, justement, autour de la langue. Et ils ont tendance à imaginer qu'on est un maillon de la chaîne, et c'est tout à leur honneur. Effectivement, on n'est qu'un maillon dans la chaîne, mais ce maillon-là, il faut lui accorder de l'importance et de la réflexion. On ne se contente pas de prendre un texte et de le traduire. Certes, c'est un traducteur de langue maternelle qui va faire la traduction. Il va adapter les nuances culturelles dans sa traduction. Il va adapter ce qu'il dit en fonction du public. Mais si, au préalable, ce qui a été rédigé en français n'est pas pensé spécifiquement pour tel ou tel pays, ou par exemple, quand on me demande une traduction en anglais, je leur demande est-ce que c'est pour de l'anglais britannique ou de l'anglais américain? Et la plupart du temps, il y a un temps d'arrêt au téléphone, les gens disent on n'y a pas pensé. Oh, oui, on n'y avait pas pensé. Parce qu'on ne va pas le dire de la même manière. Et je pense que tu es très bien placé pour le savoir. On ne peut pas dire les choses de la même manière. Ce côté marketing-communication, des fois, peut manquer dans ces structures, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se poser la question, soit parce qu'ils n'imaginent même pas à quel point la façon dont on va traduire variera selon si c'est pour un sous-titre, selon si c'est pour un site internet, selon si c'est pour un courrier, une plaquette, un doublage. Enfin, on ne traduit pas de la même manière. On a vraiment besoin d'avoir un maximum d'éléments et de faire un état des lieux. Tu as finalement toujours un temps de pédagogie en plus du simple temps de la traduction. Exactement, en fait. J'aime beaucoup prendre le client par la main, entre guillemets, en lui expliquant nos contraintes et les enjeux pour lui, parce qu'en fait, ils ont tendance à oublier
qu'on est une équipe, qu'on fait un travail d'équipe et que tant qu'ils ne nous donnent pas tous les éléments, on ne pourra pas savoir exactement ce qu'ils ont voulu dire, à qui ils ont voulu le dire. Et de la même manière que quand on répond à des besoins en séminaire, en conférence pour de l'interprétariat, par exemple, simultané, on s'assure systématiquement au préalable d'avoir fait un travail de préparation à la fois pour savoir ce qui va être dit par qui et à l'attention de qui, les discours, le nom des intervenants, mais aussi parce que on considère qu'il faut qu'on ait autant d'informations que la personne lambda dans le public, en fait. Et des fois, le client est tellement concentré sur des aspects de l'organisation qu'il en oublie le b.a.-ba. Qu'est-ce que je dis, à qui je le dis, comment je le dis, pourquoi je le dis. Et derrière, nous, on est là pour se faire le reflet du client à l'international. Donc, le message pourra passer que si on l'a bien intégré et compris. Donc, voilà, il m'arrive très souvent de devoir prendre du temps, mais je le fais aussi avec plaisir parce que je montre au client qu'il faut qu'il pense à certains éléments. Et c'est une façon de l'éduquer aussi. Et donc, je prends ce temps-là pour le faire, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que ça coule tellement de sources pour moi qu'il faut avoir réfléchi à ce qu'on veut dire avant et l'avoir préparé. Donc, je le fais quand même avec bon cœur, mais rares sont les clients qui acceptent de repartir avec une liste de devoirs à faire pour la semaine prochaine et se dire « Ah oui, c'est vrai, mon site internet, ce n'est pas qu'un site que je veux transformer en anglais, c'est d'abord un site qui va cette fois-ci être à destination de tel et tel pays. Et du coup, mes avantages concurrentiels ne sont plus les mêmes. Les produits que je veux vendre dans ce pays-là ne sont plus les mêmes. Est-ce qu'il y a de la TVA, pas de la TVA ? Et voilà. Et il faut repenser l'histoire à chaque fois. Je vais m'adresser à une population de tel pays, je dois réécrire mon histoire. C'est pas uniquement une traduction mot à mot. Complètement. Alors justement, avec quel type de structure travailles-tu dans le tourisme et la culture aujourd'hui ? Alors, on travaille beaucoup avec les offices de tourisme qui nous demandent de traduire les guides touristiques chaque année ou de faire des mises à jour de leur site internet, ou alors pour les accueils des fois de délégations. On travaille donc également des fois avec des structures. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Calkin, qui est une structure clermontoise d'ailleurs. Et donc, on va tantôt être en direct avec l'Office du tourisme, ou tantôt en indirect, puisqu'on devient finalement, on est les sous-traitants. Quelqu'un nous sollicite pour de la traduction et va mettre ensuite à disposition tous les textes et les mettre aussi en scène et ainsi de suite auprès des offices du tourisme. Mais c'est vrai que pour travailler avec plusieurs entreprises qui elles-mêmes travaillent pour les sites touristiques et culturels, on leur dit non, mais on fait la traduction à côté et en fait... c'est pas l'idéal. Ce qui est mieux, c'est de travailler la traduction en même temps qu'on construit l'outil. D'abord, techniquement, l'anglais et le français ne prennent pas la même place. Exactement. Voilà, des subtilités de ce type-là, purement techniques. Et puis après, on a effectivement cette question tout simplement de, on va pas parler de la même façon, on va pas s'adresser de la même façon à un public britannique, au public français, au public espagnol. Ils ne s'attendent pas à trouver les choses de la même façon. Et quand on a envie de bien faire le travail vraiment en le peaufinant, on va réfléchir justement à ces subtilités culturelles pour accueillir de la façon la plus personnalisée et la plus bienveillante et sympathique possible pour que les gens se sentent bien quand ils arrivent dans votre lieu. Je te propose justement de rester en Auvergne, mais à titre personnel cette fois, et avec une petite question piège. Es-tu une visiteuse de ta région, Sylvia ? Alors, oui, parce que quand même, je la connais depuis 40 ans maintenant. Donc raté, c'était pas tu as évité le piège alors. Donc, en plus, non, je suis vraiment la première à promouvoir ma région. Je suis très attachée. Je pense que je peux même, entre guillemets, me considérer comme une ambassadrice de l'Auvergne parce que à chaque fois que j'ai pu accueillir des amis venant de l'étranger, j'ai à chaque fois eu à cœur de leur faire un petit parcours et de leur dire tous les immanquables. Voilà. Ah, génial, guide touristique de l'Auvergne en fait. Et alors justement, quels sont tes lieux touristiques et culturels favoris, alors, les incontournables? Les incontournables. Connus ou inconnus? Oui, alors les volcans, bien sûr, s'il vous plaît. Voilà, une balade
dans les volcans d'Auvergne, le Puy-de-Dôme notamment. En plus, il nous arrive de travailler avec le panoramique des Dômes, donc je suis la première à vouloir promouvoir donc la montée en panoramique, bien sûr, et la descente éventuellement à pied, ce sera plus facile. Par le chemin des muletiers. La prochaine fois, tu feras l'inverse. Ça se mérite. Non, et puis les eaux de Volvic, les sources de Volvic, pardon. D'aller un petit peu visiter le côté thermal, comme Vichy, Châtel-Guyon, enfin les différentes sources, la Bourboule et ainsi de suite. Parce que voilà, ça fait partie de notre patrimoine et notre ADN ici en Auvergne. Je n'hésite pas non plus à les renvoyer donc vers Vulcania, bien sûr, le volcan du Lantégie, parce que je trouve ça très très bien fait. C'est ludique pour les enfants. On a aussi ce parc Paléopolis pour les enfants qui est très très bien fait. Mais après, on a aussi d'autres formats, par exemple la coutellerie de Thiers, enfin les coutelleries de Thiers. Je les encourage régulièrement à aller voir et visiter ces coutelleries-là, parce qu'il y a un véritable savoir-faire et il faut le voir pour le comprendre et comprendre les différentes étapes. Je viens de croire, ça va bientôt faire 10 ans que je suis en Auvergne, je ne suis toujours pas allée voir les coutelleries de Thiers. Alors, en fait, la question piège, elle est pour moi. C'est ça. Après, par exemple, l'école 1900. Je ne sais pas si tu connais, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est un petit musée, une ancienne école, et ils ont récupéré un maximum d'anciens outils, jeux, jouets de l'époque, et tu fais une immersion dans le passé en fait. Mais c'est où ? Je saurais plus te dire le village exactement, mais waouh, c'est bluffant. Bon, on ira faire une recherche sur Internet. On mettra les références. Et puis en plus, moi je trouve que l'Auvergne est très très dynamique, et souvent les gens me disent « Ah, t'habites où en Auvergne ?» Alors déjà, la première chose que je dis à chaque fois à l'étranger, c'est déjà le pays des volcans. Donc quand je leur montre 2-3 cartes postales, ils comprennent. Bon, maintenant on est plus sur Internet, mais à l'époque, quand je leur montrais quelques cartes postales. Et je rappelle que la chaîne des Puys est classée au patrimoine de l'UNESCO quand même. Exactement. Maintenant. Inscrite, au patrimoine de l'UNESCO. J'attends de pouvoir justement participer activement à la communication autour de cela. Mais c'est vrai que je me rends compte que voilà, on peut parler des eaux de Volvic qui sont connues réellement partout dans le monde. Ensuite, je leur parle régulièrement de nos différents festivals internationaux, comme le court-métrage, Jazz en tête, et c'est vrai que finalement, l'Auvergne, on a souvent tendance à penser que c'est un petit peu perdu et que c'est très rural et complètement déconnecté de la réalité. Et pourtant, il y a une véritable volonté. En 2028, on voudrait pouvoir présenter notre candidature pour devenir capitale européenne de la culture. De la culture, exactement, merci. Et je me dis qu'on a les moyens d'y arriver, parce que avec le festival Effervescence, avec la nouvelle scène nationale, la Comédie de Clermont, voilà, je pense qu'il y a une véritable volonté, il y a un dynamisme, et on a plusieurs châteaux, on a plusieurs musées. Je pense que réellement, on est en train de semer quelques belles graines, et j'espère qu'on pourra récolter tout ce qu'on aura semé. Je vais faire une parenthèse ou une digression. En fait, les graines, elles sont là depuis très longtemps. C'est mon travail maintenant depuis 10 ans en Auvergne. Entre l'archéologie, la géologie, l'histoire, la culture au quotidien, effectivement, tu parlais des arts vivants. L'Auvergne est une région ultra dynamique, ultra culturelle. Mais l'Auvergne, elle vit au cœur de ses volcans. Les volcans ont l'air éteints, ce qu'ils ne sont pas, on le sait. Mais en dessous, il y a des poches de magma violentes, brûlantes, qui bouillonnent. L'Auvergne est à cette image-là. C'est qu'en fait, ça bouillonne de l'intérieur. Et il faut prendre le temps de s'immerger, de pousser les portes, d'échanger, pour avoir accès, en fait, à toute cette dynamique. Et tout l'enjeu de la capitale européenne de la culture 2028, de cette candidature, va être d'oser que l'Auvergne ose ouvrir ses portes sans qu'on attende de les pousser. Mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place justement pour, non pas pour changer, parce qu'il faut garder son identité, mais
pour se rendre justement accessible et pour accueillir les visiteurs d'une façon, parce qu'il faut savoir s'adapter aussi, d'une façon qui correspond aux visiteurs d'aujourd'hui. Finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est justement les critères d'une visite réussie? Parce qu'il y a ce à quoi on s'attend, ce à quoi on ne s'attend pas, et puis ce qu'on nous propose. Oui, c'est vrai. Et en fait, pour moi, une visite, c'est un lieu où on va vivre quelque chose. Mmh. Et pour moi, tout musée, toute exposition, tout château, tout lieu touristique a tout à y gagner à nous faire vivre une expérience, à créer une émotion en fait, et à nous laisser un souvenir impérissable. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'était pas dans le cadre d'une visite à proprement parler, mais pour Halloween, qui n'est absolument... Enfin, voilà. Mais c'est pour vous donner vraiment un exemple. On est allé visiter un château du côté de la Vendée, et on a fait, en fait, une expérience en famille d'escape game. Et j'en garde un souvenir encore plus poignant, parce que j'étais dans un moment d'excitation et d'urgence on était tenu par un délai, il fallait qu'on réponde à toutes les questions, on se triturait les méninges et en fait, le fait qu'on me fasse vivre un moment dans ce lieu a marqué ce lieu pour moi. Et donc j'ai retenu bien plus de choses que si je l'avais visité de manière passive en fait. Ah bah ça c'est génial, parce que tu donnes de l'eau au moulin de mon travail, donc c'est génial. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des fois où il est arrivé que tu te rappelles d'une visite, mais pour de mauvaises raisons? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'a insupporté ou des choses que tu trouves pas toujours bien faites, voire devenues totalement inutiles? Alors, de manière générale, je trouve ringard d'arriver et de rester passif, comme j'étais en train de dire. Donc, en fait, j'ai vraiment besoin qu'en tant que visiteuse, on me guide, mais qu'on me laisse aussi libre de passer d'une pièce à l'autre, mais avec un fil conducteur, quelque chose, Qu'on te raconte une histoire. Qu'on me raconte une histoire, oui. Qu'on me raconte une histoire, qu'on l'alimente d'anecdotes, qu'on l'alimente de je sais pas, de témoignages. En fait, je pense que c'est une façon de réveiller notre âme d'enfant, en fait. Je pense que tout visiteur doit être ramené à son âge d'enfant de 7, 8, 10 ans, où on arrive encore à être fasciné par tout ce qui se passe, par retenir un mot, retenir une date, voire retenir un tableau parmi tant d'autres. Et je pense qu'il faut savoir impliquer, en fait, le visiteur. Si c'est juste visiter pour visiter, dans ce cas-là, une émission, c'est très intéressant et ça me permet, d'un point de vue culture générale, d'en apprendre plus. Mais on n'a pas forcément besoin d'être dans le lieu précisément. Mais là, le fait d'avoir un parcours spécifique et des étapes qui dévoilent peu à peu l'histoire du lieu, d'un château, d'un musée ou autre, je trouve ça très très intéressant. Souvent, les visites guidées aussi, le fait d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui va nous permettre de voir des petits détails qu'on n'aurait pas repérés avant. Ou alors, par exemple, ces derniers temps, j'ai découvert qu'il y avait de nouvelles formes de visites. Et ben là, ça va t'intéresser justement, puisque ça concerne les coutelleries. Les gens vont visiter une coutellerie et fabriquer leur propre couteau. Oh, génial. Et ben voilà. En fait, je me dis, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Tu repars avec ton souvenir. Oui. Mais tu repars avec ton souvenir et c'est toi qui l'as fabriqué. T'as créé une expérience impérissable, en famille ou autre, à un moment donné, et tu te sens valorisé parce que t'as compris comment s'assemblaient les différentes parties d'un couteau, et tu repars avec ton souvenir, ou alors tu vas l'offrir à quelqu'un. Et je me dis, mais oui, c'est ça en fait l'avenir, c'est de donner du sens au quotidien, que les gens se disent pas, je suis allé en Auvergne, j'ai vu quelques volcans, non, qui est vraiment un vécu, un souvenir, des émotions, que la visite, elle soit finalement à l'intérieur du ventre, avec les yeux pleins d'étoiles en fait. Je pense que les visites, c'est réveiller en fait notre âme d'enfant, tout simplement. Je te propose qu'on s'oriente maintenant vers la fin de notre échange. Est-ce que tu as des petits secrets à nous livrer sur les supports de référence dont tu t'inspires ou que tu utilises quand tu ressens soit un besoin d'évasion ou de voyage ou de découverte ou pour préparer tes découvertes, quand tu as besoin là, de voyager, de voir autre chose? Qu'est-ce que tu fais?
Alors, généralement, c'est souvent des émissions télévisées qui me donnent envie d'aller découvrir un pays ou un autre et qui me donnent envie d'aller rechercher des photos après sur Internet de certains lieux qui me paraissent waouh. Et j'avoue que une fois que j'ai repéré le lieu, la ville, le pays, je fais partie de ces personnes qui aiment encore beaucoup le papier. Et donc, j'ai mes petits rituels en fait. J'ai besoin systématiquement d'avoir mon guide du routard. Toujours sous le coude. Basique. Le basique. Non, mais c'est vrai. En plus, ça me permet vraiment de mettre mon petit marque-page. J'ai mes habitudes, je prends mes notes. Enfin, bon, ça m'empêche pas d'aller rechercher 2-3 bricoles sur Internet, mais j'aime l'avoir entre les mains. Mais je ne peux qu'aller dans ton sens. J'ai mon guide du routard de chacun des pays que j'ai visités depuis des années. Et puis en plus, c'est comme une petite intro de chaque lieu et ça donne envie, en fait, d'aller pousser la porte de chacun de ces lieux. C'est l'avantage de ces guides, en plus, qui sont finalement écrits un peu comme si on nous parlait. Oui, c'est vrai, exactement. Et on sent la plume, on sent la personne qui a derrière la rédaction du guide. Les Lonely Planet et compagnie sont un peu plus froids pour ça. Le guide du routard a gardé sa part d'humanité et de roots, justement, qui est assez sympa. Et par contre, après, je suis aussi, j'ai toujours mon petit rituel de l'Office du tourisme. C'est bien. Oui, mais je te jure, j'ai besoin de rentrer. C'est la bonne élève, en fait, Sylvia. Oui, non, mais je suis désolée. Je l'ai choisi. J'arrive, j'ai besoin d'aller parler avec une dame, j'ai besoin de créer le lien avec cette dame, ou cette personne qui m'accueille, et de repartir avec toutes mes petites brochures, et voilà. Je sais exactement où est-ce que je veux aller. Voilà, c'est à chaque fois une question de rencontre. C'est pour toi qui a encore tous ces flyers dans les offices de tourisme. Moi, exactement. C'est toi. Et oui, j'en fais des collections, j'en ai des classeurs entiers. Non, c'est pour l'anecdote, c'est une vraie question. C'est une vraie question que les offices de tourisme partout dans le monde se posent aujourd'hui. Ce choix entre le tout papier, le tout numérique, le moitié papier, moitié numérique. On aurait envie, pour des raisons évidentes d'éco-responsabilité, durabilité, de commencer à laisser tomber le papier, parce que ça fait de moins en moins sens quand même si on utilise maintenant essentiellement des papiers soit recyclés, soit issus de production responsable. Mais c'est un vrai enjeu, ces flyers d'office de tourisme. Et vous qui nous écoutez, ne croyez pas que les offices du tourisme sont très heureux et très friands de vous proposer des kilos et des kilos et des kilos de papier. C'est une question pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais effectivement, les visiteurs du monde entier veulent repartir avec leurs petits dépliants 3 volets, leurs petits flyers. La photo est jolie, l'image est belle, et oui, à 90% du temps, ça va finir à la poubelle. Alors, on l'espère dans le recyclage. Mais donc, Sylvia, merci de confirmer aux offices de tourisme que malheureusement, ce n'est pas tout à fait encore venu la fin de l'ère du papier. Merci Sylvia pour cet échange de presque 1 heure, je pense. Absolument passionnant. Merci de nous avoir montrer l'envers du décor de ton métier, qui est bien plus large et riche. Je pense que nombre de personnes qui écouteront ce podcast l'avaient envisagé au départ. On se dit agence de traduction, oui, il passe du français à l'anglais, de l'anglais à l'espagnol, de l'espagnol au chinois. Non. Non, je n'ai pas d'autre mot que non. Ce n'est pas que ça, et c'est loin d'être que ça. Et finalement, ça, c'est la fin de la chaîne de toute la réflexion qui aura précédé et de tous les échanges qui auront entouré ce petit bout du travail. Si vous souhaitez rester en contact et suivre les aventures professionnelles de Sylvia, vous pouvez le faire sur ses pages Facebook, Sylvia Duché pour la page professionnelle ou le profil professionnel, et Melting Trad pour la page de l'agence. Sylvia est également présente sur LinkedIn, bien sûr, à Sylvia Duché. Pour mémoire, l'agence Melting Trad est basée à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes exactement. Sylvia travaille avec une équipe de plus de 300 traducteurs et interprètes pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises dans des domaines aussi variés que la traduction assermentée, la grande consommation, la traduction de documents juridiques et administratifs et bien sûr, entre autres, le tourisme et la culture. J'espère que, comme moi, vous avez aimé visiter le monde de Sylvia, empreint d'une culture méditerranéenne élégamment mixée à l'authenticité auvergnate, où voyage et Auvergne sont les éléments fondamentaux de son équilibre de vie, où truffade et choux farcis côtoient gnocchi et pastéis de nata,
Je l'ai pas dit avec l'accent. J'ai failli et puis non, je me suis reprise. En résumé, il est difficile de résumer Sylvia, qui est un voyage à elle toute seule. Donc si vous voulez mieux la connaître, je n'ai d'autre choix que de vous inviter à venir à Clermont-Ferrand, franchir le pas de sa tour de Babel, autrement dit la porte de son agence Melting Trad, sous les belles arcades en pierre de Volvic, en plein centre-ville de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Sylvia. Merci. Quant à moi, la visiteuse, je suis tout simplement heureuse de vous avoir emmené faire une belle visite depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'en vrai visiteur, vous en garderez un bon souvenir. Si vous avez aimé cette expérience, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Cela permet de faire remonter le podcast dans les suggestions et ainsi de faire découvrir l'expérience à d'autres curieux. Moi, cela me permet de progresser en prenant en compte vos remarques, comme n'importe quel lieu touristique. Pour votre information, je travaille en équipe et vos oreilles ont été bercées par le design sonore du talentueux Thomas du studio Mix & Mouse à Clermont-Ferrand. L'histoire vous a été contée par moi-même, Aude Compin. Je suis fondatrice de Comptoir Visiteur, une agence de conseil et de gestion de projet pour le développement des sites touristiques et culturels. Je suis installée à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. N'hésitez pas à vous connecter, je vous laisse les liens dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle visite et une nouvelle découverte aux côtés de la visiteuse.